Radio J. Et dans l'air du temps, ce matin, je vous propose de parler d'un récit, un récit entre espoir et découragement parfois. C'est le témoignage d'Ilana Ferradian, notre journaliste du Morning, le 6-9 de Radio J. Ilana, bonjour. Bonjour à vous. Alors Ilana, c'est un livre que vous venez de faire paraître 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA. Et c'est un très beau livre paru aux éditions David Reynark, où vous donnez votre témoignage sur ce parcours que vous avez vécu, qui est un parcours très difficile, on va en parler, c'est celui de la PMA, la procréation médicalement assistée. Et vous nous invitez finalement à regarder avec beaucoup de sincérité cette réalité. Vouloir un enfant, ça peut paraître très simple. Facile, vous le dites, et ça vous paraissait avant très simple, vous pensiez toute jeune que vous alliez vous marier tôt, ça a été fait, et que vous alliez construire une famille nombreuse très vite. Et c'est important que vous donniez dans ce livre, vous vous livrez sur la toute jeune fille que vous étiez. C'est important parce que le choc va être très dur. Alors, juste ma première question, quand on lit ce livre, on se dit que écrire, c'est une thérapie. C'est une thérapie, complètement. Alors après, c'est vrai que moi, j'adore écrire depuis toute petite. C'est quelque chose que je fais un peu naturellement. Donc, c'est vrai que quand je suis rentrée dans ce parcours, au bout de un peu plus d'1 an, je me suis dit que j'avais pas vraiment d'oreilles attentives autour de moi. Il n'y avait pas vraiment de personnes qui étaient un peu capables de me donner des conseils ou de me guider vers un chemin. Parce que c'est vrai que j'entrais dans un monde totalement inconnu. Et je me suis dit, en fait, mon meilleur allié depuis toujours, c'est l'écriture. Et à la base, un journal que je pensais écrire pour moi, un journal intime où j'allais mettre mes émotions, tout ce que je ressentais, j'allais le garder pour moi. Et puis au fil des pages, je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment aider quand moi, justement, je cherchais aussi d'autres témoignages que je ne trouvais pas à l'époque. Vous ne les trouviez pas? Je ne les trouvais pas. En tout cas, je ne trouvais pas de personnes de mon âge qui vivaient ça. Alors après, j'allais sur les forums, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de support vraiment de livres. Il y avait quelques livres qui étaient sortis, mais ce n'était pas vraiment des personnes de mon âge. Et donc c'est comme ça que ça a un petit peu commencé, quoi. Donc vous avez véritablement écrit cela comme un journal chaque jour. C'est ça. Chaque jour vous avez écrit vos émotions. C'est la raison pour laquelle on voit autant de précision. Parce que vous entrez dans un monde que vous ne connaissez pas. Ce monde médical avec un vocabulaire qui est très complexe. D'abord pour les tests, pour les examens. Moi j'avoue je les ai même pas retenus parce que c'est pour ça que j'ai mis un lexique à la fin. Vous avez noté le nombre des lettres dans certains mots complexes. Et puis il y a ce choc lorsque vous apprenez que vous avez du mal, que vous ne pouvez pas. Est-ce qu'on peut parler d'infertilité? Est-ce que ça vous convient, ce terme? Oui, bien sûr. C'est de l'infertilité à ne pas confondre justement avec la stérilité, qui est l'impossibilité totale de donner la vie. L'infertilité, malheureusement, ça touche aujourd'hui 1 couple sur 4 en France. Donc c'est un vrai problème de santé publique finalement. Donc non, j'ai pas du tout de mal à poser ce mot-là. Et justement, à l'époque, peut-être que quand je suis rentrée dans ce monde, j'avais cette honte de traîner ce mot-là derrière moi. Et moi, j'ai voulu faire sortir justement l'infertilité de la honte pour que les femmes ne se sentent plus finalement parias, ne se sentent plus exclues de la jante féminine finalement. C'est ça. Alors on le sent bien, le choc que vous avez. Qui ou quoi est capable de vous aider à ce moment-là? Qu'est-ce qui peut vous soutenir à ce moment-là, peut-être un soutien que vous n'avez pas trouvé? Franchement, c'est l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture. Donc c'est quelque chose de vous avec vous-même. C'est ça. Parce que j'avais déjà cette forme de honte en fait de pouvoir en parler. J'étais la première de mon groupe d'amis à me marier et donc à vouloir un enfant. Donc j'avais finalement aucune comparaison autour de moi. Il y avait personne qui était dans les mêmes parcours. J'avais 25 ans. Donc, mais on est en droit d'attendre quand même que le système médical soutient. Le système médical ne vous a pas soutenu? Au début, franchement, non. C'est-à-dire, moi, je rencontre la première gynécologue, j'ai 25 ans, elle me dit, vous avez ça, donc l'endométriose, on va peut-être en parler, un taux de réserve ovarienne très, très bas, une trompe bouchée. Madame, ce que je peux vous proposer, c'est la FIV. Alors moi, elle me dit ça, je comprends pas du tout, parce que pour moi, la FIV, la fécondation in vitro, c'est vraiment un processus pour les femmes qui ont plus de 40 ans, qui ont eu... Presque plus d'espoir. Qui ont presque plus d'espoir, qui ont eu une carrière enchantée, qui n'ont pas trouvé la bonne personne, etc. Donc moi, elle me dit ça, et sans
sans vraiment me mettre, sans mettre les formes en fait. Donc j'ai pas vraiment trouvé ce soutien psychologique. Elle m'a pas non plus proposé d'être accompagnée psychologiquement. Et non, franchement, j'ai un peu traversé ce début de parcours toute seule. Hein. Est-ce que c'est un petit peu ça que vous dénoncez aussi dans le livre? Parce que le livre, effectivement, va être un ouvrage qui va aider les femmes qui vivent ce genre d'expérience, et les couples d'ailleurs, parce qu'on ne va pas exclure non plus votre mari, et les hommes, hein, parce qu'ils souffrent avec leurs femmes. Donc, bien sûr, mais il y a aussi une volonté de dénoncer, parce qu'il y a un nombre de médecins dont vous taisez les mots, hein, les noms d'ailleurs, mais qui ne vous comprennent pas dans l'émotion. Au début, c'est sûr qu'elle aurait pu peut-être la première mettre un peu les formes, parce que moi j'ai 25 ans, elle voit bien que je suis complètement perdue dans ce monde-là. Elle me parle de FIV. Pour moi, je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression d'être balancée du haut d'un immeuble, quoi. Bien sûr. Et puis après, sur le chemin de tous les traitements, toutes les tentatives que j'ai faites, j'ai pas vraiment trouvé cette empathie, sauf bien sûr le dernier médecin qui m'a accompagnée et qui, je sais pas, il y a eu vraiment un feeling entre nous qui s'est créé, mais avant j'ai pas du tout trouvé ça. Après peut-être que d'autres le trouvent. Je sais que beaucoup de femmes vont voir des psychologues pendant ce parcours. Moi j'ai essayé, malheureusement, j'ai pas eu des très bonnes expériences, mais non, franchement j'ai pas trouvé le soutien. Alors dont j'avais besoin. Pour trouver un titre à ce livre qui est ce témoignage, hein, ce magnifique témoignage de votre expérience, vous avez décidé de mettre en avant la durée. Oui. Hein, 7 ans d'attente. 7 ans à attendre. C'est tellement long. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que c'est une moyenne? Ça se passe comme ça? Alors, en fait, oui, c'est une question très importante, Léa. Et pourquoi aussi j'ai choisi ce titre-là? Parce que le temps, je pense que c'est vraiment un des aspects les plus angoissants dans un parcours de FIV, dans un parcours de PMA. Parce que nous, les femmes, malheureusement, l'horloge biologique n'est pas vraiment en notre faveur. Il faut savoir qu'à partir de 35 ans, quand une femme est enceinte, on parle d'une grossesse gériatrique. Tardive, hein? Gériatrique. Déjà, carrément, à 35 ans. Donc, on n'a pas forcément le temps en notre faveur. Et donc, plus le temps avance, plus on a le stress. Et puis, il y a aussi toutes ces personnes autour de nous qui, elles, avancent. Et nous, on reste au point mort. Donc, vraiment, cette notion de temps, elle est très, très anxiogène. Voilà. Alors après, en termes de moyenne, je sais pas vraiment. Je sais que, voilà, au bout de 1 an et demi, au bout d'un an, un an et demi de rapport sans succès d'enfant, il faut consulter. Après, je sais pas, franchement, ça dépend. Il y a tellement de cas. Il y a des femmes qui tombent enceintes très rapidement en faisant une première FIV. Moi, il a fallu que j'en fasse 8 et il a fallu que je fasse énormément de traitements, quoi. Est-ce qu'on peut se préparer à ce qu'on vit dans une PMA? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'affronter avec déjà ces connaissances-là? C'est une façon de se préparer. Un peu plus aujourd'hui, déjà. Un peu plus aujourd'hui. Maintenant, c'est démocratisé. Je trouve que quand même, depuis quelques temps maintenant, il y a une démocratisation autour de ce sujet, autour de l'endométriose, dont on parlait pas forcément il y a 15 ans, par exemple. Aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas du tout au courant. C'est-à-dire, j'étais là au salon du livre de la LICRA dimanche dernier. Il y a une fille qui s'est approchée de mon livre et qui m'a dit, mais c'est quoi une PMA? Et au salon du livre de la Viso, on m'a dit PMA, mais c'est quoi? C'est une PME? Donc, il y a plein de personnes qui ne sont pas du tout au courant. Donc, j'espère qu'avec ce livre, les personnes qui passent par là, j'espère ne pas les angoisser, vont au moins un petit peu mieux comprendre les rouages d'un processus. Je dirais que c'est pour les femmes ou les couples qui passent par là, mais aussi pour celles et ceux qui ne passent pas par là. Parce qu'on n'a pas conscience, quand on tombe enceinte très facilement, on n'a pas conscience de la valeur. Parce que dans ce livre, vous donnez aussi la valeur d'un enfant. La valeur, la richesse que ça représente, l'importance dans la vie. Et donc, c'est un livre qui est à destination de tous, finalement. À destination de tous, complètement. Des femmes, des couples et des personnes aussi qui aimeraient peut-être aider leurs proches qui sont dans la même situation et qui savent pas comment s'y prendre. Alors peut-être que moi, je peux un peu aider en disant qu'il y a des phrases à pas dire, qu'il y a des moments où il faut pas forcément annoncer certaines choses. Bon, après, chacune est différente, chacune sa sensibilité. Forcément, on va pas forcément réagir toutes de la même manière. Moi, j'étais très sensible aux réflexions, aux exclusions. Voilà. Donc, non, vraiment, ça s'adresse à tous. Bien sûr, qui veut aider, mais de façon maladroite. En tout cas, c'est pour cela que vous écrivez avec beaucoup de sincérité et qu'on sent à quel point ça peut toucher, ça peut blesser, faire vraiment mal. Alors, parlons, puisque je dis faire mal, parlons de la douleur. Parlons de la douleur parce que donc vous allez nous dire ce que
c'est que l'endométriose, mais vous allez nous dire aussi que bien il faut s'attendre à avoir des tests et des examens qui font mal. Là, je parle de la douleur physique concrète, on verra plus tard. Alors la douleur physique, oui, parlons-en. Alors la douleur physique, encore une fois, c'est quelque chose vraiment de très subjectif. Parce que, alors moi j'ai fait des examens qui m'ont vraiment transpercé. Hein. J'ai pas d'autres mots. Alors que les médecins vous disaient... les médecins, et puis même aujourd'hui, parfois quand je traîne encore un petit peu parfois sur des forums, je sais pas, peut-être un traumatisme de la PMA, un petit toc que je traîne, mais je vois par exemple des filles qui demandent comment ça se passe tel examen, l'hystérographie, l'hystéroscopie. Il y a des filles qui répondent mais ça se passe très bien, il n'y a aucune douleur, moi ça s'est très bien passé. Mais alors moi j'aurais pas du tout le même discours. Et en fait c'est en ça qu'on voit que vraiment la douleur est propre à chacune. Et c'est aussi pour ça, je pense que c'est très difficile pour les médecins d'adapter un traitement à chacune qui puisse marcher, et que ça peut être aussi parfois très long. Donc non, la douleur est propre à chacune. Après, moi, avec mon endométriose, ça a été assez compliqué, parce que l'endométriose, ça crée forcément, déjà pendant les règles, de fortes douleurs inflammatoires. Quelques mots sur parce est-ce qu'elle est différente de femme en femme, ou bien c'est le même mal? Ça peut être complètement différent. C'est-à-dire, il y a des femmes qui peuvent avoir de très grosses lésions d'endométriose et peu de douleur, et des femmes qui ont une endométriose superficielle, comme moi par exemple, mais qui ont de très grosses douleurs pendant les règles, par exemple. Donc c'est des torsions au niveau du bassin qui peuvent être intenables, vraiment à se plier, à ne pas savoir dans quelle position se mettre, à prendre des médicaments et que ça ne marche pas. Et puis bien d'autres symptômes. Mais c'est vrai que quand on a en général une endométriose, on peut avoir des douleurs à des examens qui sont un peu intrusifs. C'est vrai. Donc ça, je pense qu'il faut le garder en tête. Moi, j'étais arrivée peut-être un petit peu trop cool en me disant, ça va bien se passer, mais en fait, j'aurais dû me calmer. Donc il y a une douleur physique, et puis il y a la douleur psychologique, la douleur mentale, comme vous le disiez, de cette attente, parce qu'on le veut, cet enfant, et qu'on se dit que finalement, on va peut-être pas l'avoir, on va peut-être ne pas être mère, et c'est très très complexe. D'autant plus que vous êtes une jeune fille, et ça on peut revenir sur vous, parce que c'est quand même assez étonnant aujourd'hui. Vous vous mariez très tôt, mais vous avez cette envie farouche d'être maman. Hein. Et encore une fois, c'est tellement différent d'une femme à l'autre. C'est-à-dire, il y a des femmes qui ne veulent pas du tout d'enfants et qui s'en portent très bien, qui sont très heureuses, très épanouies. Et puis moi, c'est vrai que j'imaginais pas du tout une vie sans enfant. Pour moi, avoir un enfant, c'est le sens de la vie. Transmettre, c'est le sens de la vie. Alors je sais pas à quoi c'est dû, parce que j'ai pas non plus une éducation très très religieuse. C'est vraiment, je pense, quelque chose en nous, de inné, de vouloir être mère. Moi, c'était mon objectif en fait, et c'était le sens que je voulais donner à ma vie. Donc oui, voilà. J'ai oublié la question. Oui. Non, la douleur mentale, c'est-à-dire que c'est la pire. C'est d'autant plus dur. C'est d'autant plus dur quand c'est ce qu'on souhaite. C'est ce que je dis dans le livre. Si encore j'avais pas voulu d'enfant, tant pis. Mais là, c'était quelque chose de viscéral en moi, quoi. Donc c'était difficile d'accepter l'échec. Alors parlons de l'entourage, et d'abord du papa. Le rôle du papa, quel est-il dans cette expérience? Le rôle du mari, du papa, vous parlez du mari. Oui, du papa, oui, c'est vrai, je dis papa, bon, je révèle déjà la fin. C'est sur la couverture, comme mari, je dis à chaque fois. Absolument. Rôle essentiel, évidemment. On sait qu'aujourd'hui, dans des parcours PMA, énormément de couples se séparent, parce que c'est très dur émotionnellement à supporter. La femme doit prendre des médicaments hormonaux qui peuvent parfois la rendre un peu dingue, disons-le. Donc c'est difficile aussi pour le mari de trouver sa place, parce que l'homme, on va pas se mentir, il n'a pas grand-chose à faire dans une fécondation in vitro. Non, mais il souffre aussi mentalement. C'est pour ça que je l'associe à cette douleur mentale. Mais c'est pas forcément où se mettre, où se placer. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir ce soutien de mon mari, qui m'a accompagnée à tous les rendez-vous, qui était présent à tous les rendez-vous, et avoir quelqu'un sur qui pleurer, sur qui me reposer, parce que c'est pas forcément évident. Il y a des hommes qui comprennent pas, ou qui s'impatientent. Mais vous avez, pendant ce parcours, vous avez la conscience aussi de la difficulté pour lui, et c'est peut-être ça aussi qui sauve le couple, parce que vous savez à quel point c'est difficile aussi pour lui, et vous avez peur qu'il y ait une séparation. Donc il y a un amour qui est magnifique finalement, qui se révèle dans cette difficulté. Mais évidemment, mais c'est pas un parcours tout rose. On se pose 1000 questions. Moi, je me suis posé 1000 questions. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'une vie sans enfant est envisageable
envisageable. Lui aussi, pour lui, c'était viscéral d'avoir des enfants. Donc, si moi, je peux pas lui donner d'enfants, est-ce qu'il va rester avec moi? C'est des questions qu'on se pose toutes dans ce genre de parcours. Mais heureusement, il a été là, on s'est soutenu, on s'est parlé. Je pense que la communication aussi, c'est la clé, de pouvoir dire ce qu'on ressent et de pouvoir justement dire nos peurs, nos inquiétudes. C'est essentiel, en fait. Alors, bien sûr, le mari, c'est le premier. Et puis, il y a les parents qui soutiennent aussi, plus ou moins. C'est compliqué parce que encore une fois, à l'époque, on était un petit peu dans ce truc tabou où on voulait pas trop en parler aux proches. Moi, mes parents étaient au courant, mais pas tout le monde de la famille était au courant, par exemple, parce que c'est difficile. Vous avez été secrète, mais est-ce que, en écrivant ce livre, vous avez trouvé la raison pour laquelle? D'abord, j'ai noté le terme « j'ai eu honte » et on ne comprend pas pourquoi. Voyez. Est-ce que, en écrivant ce livre, vous avez compris pourquoi vous aviez honte, pourquoi vous étiez secrète et pourquoi vous avez pensé vous taire la situation qui est tout de même assez grave? J'avais honte. Alors, je sais pas si c'est une forme de honte, mais c'est vrai qu'on associe souvent la fertilité à la féminité. Donc, finalement, quand on est incapable de donner la vie, on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment femme si on n'est pas capable de porter un enfant? Et je pense qu'il y a cette forme peut-être de honte inconsciente portée par notre société patriarcale où la femme est censée donner la vie, faire des enfants. Il y a aussi une pression. Il y a une pression, évidemment, énorme pression sociale et encore plus dans des communautés comme la communauté juive où on sait que faire un enfant, c'est la plus grande des bénédictions. Et après son mariage, quand on attend 2-3 ans, les gens autour de nous se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Donc en même temps, on a envie que les gens s'y intéressent, mais on n'a pas trop envie qu'ils s'immiscent dans notre vie. Donc c'est compliqué, il y a beaucoup de sentiments contradictoires finalement. Oui, parce que dans l'entourage, il y a les amis. Et il y a les amis qui ont le même âge. Et il y a les amis, vous en avez touché un petit mot tout à l'heure. Il y a les amis qui se marient, il y a les amis qui ont des enfants, il y a les femmes qui tombent enceintes en un clin d'œil. Et oui, et ça fait du mal, évidemment. Ça fait du mal, bien sûr. Et moi, je pense qu'il ne faut pas nier ces sentiments-là. C'est-à-dire, quand on est dans un parcours de PMA pendant si longtemps et qu'on traverse tant d'échecs et qu'on nous annonce qu'on nous annonce une grossesse au bout de 1 an de relation d'un couple qui est pas forcément marié ou forcément ça fait mal parce que c'est normal, c'est humain. Après moi ce que je dis souvent c'est que la peine qu'on a, la colère qu'on a, elle est pas dirigée contre ces personnes. Elle est vraiment dirigée contre nous-mêmes en fait, contre le fait qu'on n'y arrive pas, que ce soit un échec. C'est pas du tout quelque chose qui va. Souvent on dit oui, tu vas nous porter l'œil, machin, mais pas du tout. C'est pas du tout ça en fait. Parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité. Oui. Comme si vous y étiez pour quelque chose. Comme si vous aviez raté finalement quelque chose, alors que non, c'est une fatalité. C'est une fatalité. Et je crois que c'est ça que vous voulez peut-être transmettre aux femmes. À la lecture de ce livre, on a vraiment le sentiment, en tout cas, bien sûr, vous êtes très, vous décrivez avec beaucoup de précision le domaine médical. On va peut-être y revenir si nous avons quelques minutes. Mais je crois que ce qui ressort de votre livre, c'est de dire, mais pas de culpabilité, on y est pour rien. Mais vous le dites d'ailleurs après. Vous le dites en bien mots. sûr. Mais cette culpabilité, je l'ai ressentie à plusieurs moments de mon parcours, parfois des moments tragiques où je me suis dit, je suis la matrice finalement de tout ce malheur. C'est mon corps qui refuse de m'écouter. Comment on lutte contre ça? Comment on lutte contre ces sentiments comme ça qui détruisent finalement? C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'il faut d'abord se rendre compte que, en général, la plupart des problèmes de fertilité qu'on rencontre sont des problèmes biologiques. Donc souvent on dit oui, l'infertilité c'est dans ta tête, tu y penses trop, calme-toi, mais pas du tout. Ce sont des problèmes d'endométriose, d'ovaires polykystiques, d'anovulation. Parfois c'est aussi l'homme qui a des problèmes, parfois c'est un problème de spermatozoïdes, etc. Donc ça c'est déjà très culpabilisant pour les femmes, le fait de leur dire tout le temps c'est dans votre tête, vous y pensez trop. Ça c'est insupportable. Alors ça c'est non mais vraiment, vous l'avez entendu. Et c'est encore, bien sûr, souvent. c'est encore aujourd'hui. Par exemple, je raconte l'anecdote dans le livre. Il y a une fille, une amie, entre guillemets, avec qui je parlais souvent à l'époque de notre désir commun de maternité. Et le jour où elle m'a annoncé sa grossesse, donc déjà sur WhatsApp avec un emoji de femme enceinte, sans aucun filtre, et qu'elle me dit après, et toi, peut-être que tu y penses trop. Et je suis désolée, c'est insupportable. Absolument. Donc non, je pense que il faut sortir de cette culpabilité là, et puis ne pas hésiter à envoyer balader les personnes qui vous font du mal. Oui, leur dire la vérité un peu en face. Alors pour le monde médical, et il nous reste quelques minutes là-dessus, est-ce que vous avez
je veux dire, une confiance aujourd'hui. Quel est votre rapport au monde médical aujourd'hui, à la fin de cette expérience? On va dire qu'en rencontrant le professeur Fanchin, je me suis un petit peu réconciliée avec la PMA. Après, la PMA, c'est magnifique. C'est vraiment une avancée extraordinaire dans le monde de la médecine. C'est grâce à la PMA que j'ai eu ma fille. Oui. Donc, alors, en 2 mots, alors on va pour celles et ceux qui ne connaissent pas justement cette méthode. La PMA. Alors la c'est PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Donc c'est un ensemble de techniques qui permettent d'avoir des enfants. Donc dans la PMA, on a la fécondation in vitro, on a l'insémination artificielle, on a évidemment d'autres choses. On a la FIV-ICSI, la FIV-IMSI. Il y a énormément de techniques, de reproduction. Moi, en l'occurrence, je suis passée par des fécondations in vitro. Donc la fécondation in vitro, c'est la rencontre en laboratoire entre les spermatozoïdes et les ovocytes qui donnent des embryons et qu'on replace ensuite dans le corps de la femme à un moment propice de son cycle, et ça donne des bébés si possible. Et ça donne des bébés, et un exercice qui est peut-être complexe mais qui fonctionne bien aujourd'hui. Donc vous avez gardé bien sûr cette confiance grâce à ce médecin, docteur Fanchin. Qu'est-ce qu'il a Professeur changé? Fanchin. Professeur. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu il aime bien reprendre à chaque fois qu'on lui dit docteur. Oui, il a raison. Il aime bien dire professeur. Mais oui, c'est grâce à lui. D'ailleurs, je le remercie d'avoir écrit la préface de ce livre. Qu'est-ce qu'il a que les autres n'avaient pas? Franchement, je ne saurais pas vous dire. C'est une sorte de magie. Voilà, moi, c'est vrai que je l'ai rencontré après 5 ans de traitement, 5 ans et demi de traitement. C'était la période du Covid, donc c'était début 2021. Et vous recommencez votre histoire et vous racontez. C'est ça, il faut recommencer tout. Et en fait, il me dit, parce que moi, en plus, vous me connaissez maintenant aussi dans la vie pro, je suis assez rigoureuse et tout, donc j'avais préparé tout un dossier en couleur, un vrai PDF, quoi, avec tous les traitements, les examens, etc. Je lui tends, je dis voilà, ça c'est mon histoire. Et en fait, il était un peu choqué, outré de voir cette personne. Il me dit mais c'est la première fois que je vois une personne de 28 ans aussi déterminée qui m'imprime ça en PDF, en couleur, parce qu'à chaque fois c'est des galères, il faut retrouver les papiers, les prises de sang, les machins, les sérologies. Et là il y avait le dossier. Et puis il le lit, il me dit bon, on s'y est mal pris avec vous, on va tout recommencer. Et puis il me dit mais vous savez, je pense que vous allez y arriver, vous allez tomber enceinte. Mais c'est ce que je voulais vous faire dire. C'est peut-être le premier qui avait des mots positif. Et il me dit bravo, surtout. Le premier mot qu'il me dit, c'est bravo. Vous le dites, Et donc, moi, je ne suis pas du tout habituée à ça. Donc, l'encouragement. C'était un moment vraiment très émouvant. Et puis, toute cette histoire, ça se termine bien, n'est-ce pas? Ça se termine très bien. Ça se termine avec une victoire. Une victoire, ma petite Victoria, effectivement, qui est née le 1er juillet 2023, donc il va fêter ses 2 ans. Son anniversaire. C'est le petit miracle de notre vie, arrivé après tant d'errance, après un deuil périnatal malheureusement. C'est vraiment... et puis d'ailleurs, c'est fou parce que quand j'ai fait l'échographie, l'échographie du premier trimestre pour Victoria, l'échographe me dit, vous voyez, c'est le bon Dieu qui se fait pardonner, parce que c'était une fille aussi la première fois. Et donc, il se fait pardonner de ça. Donc, c'était vraiment très émouvant. Donc, aujourd'hui, elle nous fait tourner en bourrique. C'est le bébé du bonheur. La petite reine de la maison, la petite Victoria. Elle a bien le droit. Je crois qu'elle a tous les droits. Mais Victoria. Voilà, j'espère qu'elle pourra lire ce livre, le comprendre et me poser toutes les questions qu'elle le lira sans doute, et les prochains aussi. Et c'est ce qu'on vous souhaite, chère Ilana. 7 ans à t'attendre. Journal de bord d'une PMA aux éditions David Reynarc. Ilana Ferradian. Très beau récit, témoignage sincère, fort, intense et qui nous fait couler quelques petites larmes, je dois le dire. Merci beaucoup, Ilana. Léa. Et à très vite. Radio J, le 9-10, Radio J, 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi pour le moment culture de Radio J autour d'une personnalité. Il y a une énergie qui se crée par l'amour du public. Je pense qu'elle dirait quelque chose un petit peu éthéré comme ça. En direct de 15h à 16h sur Radio J. Israël, c'est quoi? C'est le corps des Juifs. Radio J. Les cultures juives, ça se défend. Et l'Écuge aussi. Soutenir l'Écuge, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de l'Écuge. Et votre impact est doublé. Oui, chaque don compte double. Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/écuge. Facile, allodon.fr/écuge.
Léa Moscona. Radio J. Radio J. Merci d'être avec nous. Restez avec nous surtout le 10-11 qui s'annonce dans un instant en compagnie de Lise Gutmann qui nous a rejoint, qui nous présente son programme avec culture, divertissement, info.